Bonjour à tous. Alors bienvenue. On se retrouve pour cette émission littéraire. Je crois que la semaine dernière, je me suis abstenue parce qu'en fait, j'avais pas terminé mon bouquin et que j'ai parlé un peu de mes lectures passées et en cours, ce qui n'intéresse pas forcément la terre entière. Alors aujourd'hui, je reviens avec un petit peu plus de motivation pour vous parler du roman que j'aurais donc dû chroniquer la semaine dernière, mais que je n'ai pas fait, qui s'intitule Un désert froid et sans visage. Alors, je vais vous mettre la couverture, comme d'hab, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit en premier d'un bouquin? C'est valable aussi pour les personnes, pour les objets, enfin pour tout. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Alors sur le bouquin, c'est la couverture. Et la couverture, elle m'a laissé mais totalement perplexe. Un cactus, une voiture, une pelle, un trou. Bon, du coup, je me suis bien dit que la pelle avait servi à creuser le trou. Alors ça a l'air d'être dans le désert, hein, vu le cactus. Mais il y a des nuages. Bon, je sais pas en fait s'il y a des nuages dans le désert. Tiens, il faudrait que je me pose la question, ce serait intéressant. Ensuite, puis bon, franchement, elle est étrange quand même cette couverture, la façon dont c'est dessiné, dont c'est les couleurs choisies, ce fut un grand questionnement pour moi. C'est pour ça que c'est certainement pour ça que j'étais pas forcément à l'heure sur ma lecture. J'ai beaucoup regardé la couverture. Et puis ensuite, un désert froid et sans visage. Eh ben, quand on voit le bouquin comme ça, avec un titre pareil, c'est suspicieux. Parce que le désert, enfin non, cela dit, désert, oui, non, j'allais dire une bêtise, mais je vais la dire quand même. Le désert tel qu'on le voit sur la couverture. Oh putain, comment je me rattrape. Ça a plutôt l'air d'être chaud. Parce qu'effectivement, ça aurait pu être sur la banquise, désert froid, et ben non. Là, je vous promets, y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit chaud. Et sans visage. C'est un titre que... Alors évidemment, maintenant j'ai lu le bouquin. Alors franchement, je pourrais vous faire une disserte rien que sur le titre. Parce que le titre est repris beaucoup de fois dans le livre. Alors je vais pas vous dire pourquoi. Parce que je vais vous laisser le découvrir par vous-même, après tout. Hein, je suis pas là pour vous raconter l'histoire, mais pour vous donner envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et là, je vous promets que dans le sens nouveau, pour moi, ça a été nouveau. J'avais envie d'un polar qui soit pas un truc comme on en voit en ce moment à la mode là. Et ben, c'est réussi. C'est réussi. J'ai passé un vrai bon moment de lecture. Je remercie Milo Galez pour ces moments de fou rire, bien que ce soit un polar, et je vous assure qu'à l'intérieur, les scènes sont pas forcément drôles, hein, c'est quand même à réserver aux adultes. C'est pas parce que moi ça m'a fait rire que ça va faire rire tout le monde. Et pour moi, du coup, je vais rien vous apprendre non plus là. C'est pas encore l'hiver, mais les températures sont tellement basses, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, que c'est pire que l'hiver. Alors c'est un bon polar à lire au coin du feu. Voilà. Parce que dans son roman, Milo Galez nous plonge dans un univers vraiment tumultueux. J'ai pas trouvé de mot plus profond, mais si j'en trouve un, je le mettrai. Et intriguant, ça je l'ai dit. Cet univers, c'est celui de Scott Sirius. C'est un détective privé qui a une existence franchement chaotique et dont on n'envie pas forcément le quotidien, parce que c'est un tourbillon de mésaventures
et l'auteur, à travers une plume qui est à la fois incisive et pleine d'esprit, l'auteur a réussi à créer cette atmosphère qui est singulière et qui oscille entre le noir et le comique. J'en avais pas lu l'autre. Après, il y en a peut-être d'autres. On peut pas non plus dans sa vie lire tous les livres qui existent. Mais là, un roman noir qui m'a fait marrer, c'est la première fois. Et, et c'est le côté rire qui m'a captivé dans les premières pages. L'ouverture, l'ouverture du roman, bon, elle est marquée par une réflexion qui est amusée sur le poids émotionnel du passé de ce cher Scott Sirius, qui est chargé d'ex-femmes, et ça pose le ton d'une enquête qui va avoir... Enfin, je me dis, ça va être une véritable comédie tragique. C'est ce détective privé, parce que Scott Sirius est un détective privé, et c'est vraiment le héros inadapté, c'est même l'anti-héros, dont les interactions avec son entourage révèlent franchement je vais dire une humanité troublée, pour ne pas aller plus loin. Il est très singulier, ce personnage. D'ailleurs, l'auteur me répondra peut-être, ça me vient au moment où, parce que je ne prépare jamais mes podcasts et ça doit s'entendre, mais je me suis posé la question parce que est-ce qu'il y a eu déjà avant une enquête de ce Scott Sirius? Je voudrais bien savoir parce que franchement le personnage il m'amuse énormément. Alors il a des relations complexes, je vais vous dire franchement, avec tout le monde. Il aurait un hamster, ça serait complexe pareil. Alors il a sa meilleure amie. Alors sa meilleure amie, faut pas oublier, c'est vrai qu'elle est mise comme ça dans le roman, mais c'est une de ses ex-femmes, c'est Lulu. Et elle aussi, d'ailleurs, elle est particulière. Il y a son associé qui est quand même très peu conventionnel. Lui, c'est le détective privé des chiens perdus. Et il se fait appeler Faucon d'amour. J'ai eu beaucoup de mal à retenir. Ce qui fait que quand j'ai rédigé ma chronique, impossible de me souvenir du nom ou du surnom de cet associé. Donc merci à l'auteur de m'avoir bien fait tellement, bien amusé tellement le début que j'ai retenu surtout les faits et pas vraiment ce qui se passait autour. Alors il y a la secrétaire, Mathilda. Alors la secrétaire, c'est un personnage aussi à elle toute seule. Elle est franchement d'une... je sais pas. Je sais pas si elle est idiote, si elle est uniquement naïve, si elle est... En tout cas, elle est maltraitée, franchement. Alors, je pense que c'est par inadvertance, mais n'empêche que ça ajoute des couches et des surcouches à la personnalité de Mathilda, qui est déjà... c'est flou. Mathilda, elle est là. Elle fait vraiment tout ce qu'on lui dit de faire. Hein. Ça va de tout à n'importe quoi. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment secrétaire. Et puis, il y a donc notre anti-héros qui est borderline, franchement, et qui vous promet une immersion totale dans ses doutes, ses angoisses et ses maladresses. Mais avec une touche de légèreté. C'est comme la chantilly sur la glace. Et puis, oui, donc au début du livre, j'ai tourné les pages de rire. Et rire, ça fait vraiment beaucoup de bien. Rire, c'est fabuleux dans notre monde d'aujourd'hui. Donc merci aussi pour ça, parce que c'est vraiment... même si c'est complètement déphasé, pour moi ça a été vraiment une expérience drôle.
Et la mise en place de l'enquête en elle-même, elle est quand même très astucieusement balisée. Elle, elle s'invite, je vais dire ça. Ouais. Elle s'invite au long des pages parce que ce sont des rebondissements inattendus. À l'intérieur des pages aussi, de temps en temps, vous avez des petites pauses où on vous raconte une autre histoire. Il faudra attendre un bon moment pour comprendre ce qu'on vous raconte et ce que ça vient foutre là. Ah oui, il n'y a pas de doute, l'auteur a une plume assez exceptionnelle. Donc je parlais des rebondissements qui sont inattendus et complètement plus qu'inattendus, tout ça, ça va propulser notre détective dans un labyrinthe d'obstacles. Et là où on arrive vraiment au summum de ce qui pouvait lui arriver, c'est la quête de son ex-femme, mais pas celle dont je vous ai parlé avant. Donc celle-là, c'est Elena. Elena, elle a perdu son nouveau mari. Apparemment, elle aussi, hein, je crois que dans toutes ces ex-femmes, enfin, il parle pas de toutes ces ex-femmes, mais en fait, dans celles dont il parle, on se dit waouh. Donc, le scénario, il est loin d'être simple, vraiment. C'est un prétexte, mais qui devient. Je voudrais pas faire passer l'auteur pour un guignol, parce que c'est pas du tout ça, mais ça devient le fil conducteur d'une exploration des dynamiques humaines, des revers de la vie. Et c'est assaisonné vraiment d'une bonne touche d'humour, donc voilà. Donc l'auteur, Milo Galez, n'hésite vraiment pas à jouer aussi avec le surnaturel. Alors vous attendez pas. Le surnaturel, il est très subtil. Hein. Quand j'ai dit une pincée, c'est vraiment une pincée. C'est comme si vous mettiez 3 grains de sel dans votre soupe. Mais il est là. Et du coup, il est tellement subtil qu'il est encore plus surprenant. On se demande aussi ce que ça vient faire là. Et ça ajoute un peu d'étrangeté. C'est enrichissant hein, pour l'intrigue. Ça la rend encore plus complexe. Alors tout était déjà très complexe, tout était déjà bordélique dans la vie de cet homme et compliqué. Alors là, il y a un mélange de genres qui est savamment orchestré. Ça m'a maintenu, moi en tout cas, parce que là franchement, je sais pas trop. En général, quand je lis un livre, derrière, je le fais lire à quelqu'un, je le prête. Là, j'ai pas d'idée. Bon, mais ça viendra. Ça m'a maintenu en haleine, vraiment, parce que dans cette intrigue, il y a des moments de légèreté, ça contraste avec la noirceur ambiante. Je dirais rien sur le fond de l'enquête. C'est volontaire. Parce que mes paroles pourraient être violentes dans ce qu'on peut s'imaginer, et je vois pas bien comment mettre de l'humour là-dedans. Parce que là, c'est vraiment une noirceur profonde de l'enquête. L'enquête, elle partirait presque du polar au thriller. Alors là-dedans, il y a aussi le détective au sobriquet disco. C'est un personnage qui a pas. En fait, son importance, c'est surtout que Scott Sirius le voit comme son ennemi juré et son concurrent. Parce que quand Elena vient demander à son ex-mari de retrouver son mari, son nouveau mari, ouais, déjà là, hein, c'est compliqué. Il l'envoie balader et du coup,
Du coup, cette ex-femme se tourne vers un autre détective, ce qui a le don de mettre Scott Sirius dans une colère épouvantable, quoi. Alors en fait, il voulait pas le faire, mais il suffit de titiller la corde sensible et hop. Il y a aussi, enfin un peu plus tard dans le bouquin, une US Marshal avec un caractère bien trempé. Alors elle est très particulière et elle apporte au départ une fraîcheur assez inattendue au récit. Mais quelque part, ce qu'on apprend ensuite sur elle, ça renforce le décalage total qui a fait pour moi dans ce roman la signature de l'auteur. C'est peut-être pas. Alors j'ai lu qu'un roman, donc c'est peut-être pas forcément sa signature. Hein. Si j'en lis un autre, je retrouverai pas ça. Mais là, en tout cas, ça a été assez exceptionnel. L'US Marshal, j'en reparle ensuite, donc je vais pas trop développer là-dessus. Alors il y a la voix aussi narrative de Milo Gallez, qui est pleine d'ironie, pleine de cynisme, et ça donne à cette œuvre une dimension franchement addictive. Qui n'a pas envie de rire aujourd'hui dans une bonne enquête, dans quelque chose qui est super bien mené vous allez peut-être me dire que vous n'avez pas envie. Bon, en tout cas, moi, rire, c'est vrai que ça fait du bien. Donc, le style de l'auteur, que j'ai trouvé vraiment fluide, percutant, m'a permis de naviguer très aisément à travers tous ces méandres d'une intrigue où vraiment le suspense s'entrelace très harmonieusement avec des réflexions poignantes sur la solitude, sur les échecs, puis aussi sur la quête du bonheur. Vous allez voir, il y a des passages vachement romantiques aussi là-dedans. C'est ce que j'appelle un, je vais pas dire œuvre complexe, ça fait très classique du lycée, mais un livre très très complet. Vous avez un peu tout pour tout le monde, mais c'est très très bien construit. Alors, je vous dis un petit mot sur le dénouement parce que j'en suis pas encore remise moi-même. Il est franchement super mystérieux et on a l'impression qu'il a été habilement gardé dans un coin, hein, jusqu'à la dernière page, pour me laisser, et je me suis sentie personnellement concernée puisque c'est moi qui ai lu le bouquin, pour me laisser dans une douce perplexité, un sentiment d'inachevé aussi, parce que ça résonne vraiment parfaitement avec la condition humaine. Et puis cette expression, en fait, un désert froid et sans visage, qui est le titre du roman, est bien plus qu'un simple polar. C'est un périple vers l'inconnu, c'est une invitation à découvrir les nuances, peut-être aussi un peu du désespoir et de la résilience, à travers le personnage. Pas forcément à travers l'enquête, par contre. Il fait 385 pages. Alors par contre, c'est écrit en petit. Pour ceux qui, comme moi, approchent, ont dépassé la cinquantaine. Si vous avez un souci lecture de près, n'oubliez pas vos lunettes. Moi, j'en ai pas trop eu besoin. Ça dépendait des moments. Le livre est sorti le 4 juillet 2024 et je vous mets comme d'habitude les liens d'achat. Et pour en finir avec ce que moi je vois de tout ça et de ce bouquin, pour moi, Milo Gallez offre une œuvre qui est vraiment percutante et originale. Et où l'humanité la plus pauvre se mêle à l'inattendu. Voilà. C'est un résumé. Et ce roman s'affirme comme pour moi, c'est un incontournable pour les amateurs de polar désenchanté et de récits piquants. Ça vous promet une lecture à la fois très envoûtante et révélatrice. C'est comme en ce moment, on a un peu tendance. Moi, personnellement, j'ai une loveuse. Alors ça, c'est la catastrophe assurée quand vous plongez dans un bon bouquin. Un fauteuil confortable, c'est déjà quelque chose, mais une loveuse, alors là, ça porte bien son nom, ce truc-là.
pas longtemps que je l'ai. Moi, franchement, c'est... Quand je lis, j'ai mon chat, ça ronronne, il fait chaud, c'est génial. J'ai eu envie de vous parler, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des personnages qui sont très, très, très nombreux. Quand j'ai fait ma chronique, j'étais obligée de rechercher pour certains leur nom parce que j'avais pas pris de notes. C'est tellement agréable de lire que j'avais pris aucune note. Et habituellement, je note quand même les personnages principaux et leurs traits de caractère. Là, je l'ai pas fait. Enfin, j'avais noté les traits de caractère, mais pas les noms. Du coup, oups. Et ces personnages, alors je vais rester sur les personnages principaux quand même, parce qu'ils sont soigneusement construits, et au final, j'ai trouvé que les personnages allaient bien avec le titre et la couverture du bouquin, que je ne suis pas prête d'oublier. Alors je vous en ai parlé, il y a Scott Sirius, c'est le protagoniste, c'est un détective privé, il incarne à la fois l'anti-héros, le loser, moderne, mais le loser. Hein. Et son caractère borderline, son incapacité à gérer sa vie personnelle, en font vraiment un personnage qui est humain, attachant et très réaliste. Non, parce que des comme ça, faut pas croire. Hein. Moi, j'en connais. Attention, je voudrais pas qu'on se méprenne. Je n'en ai pas dans mon entourage proche, mais j'en ai déjà croisé. Donc non seulement il est confronté à un passif avec ses nombreuses ex-femmes, c'est vrai que je me pose la question si je connais quelqu'un qui en a autant d'ailleurs, mais il fait également face à une série d'échecs professionnels. C'est quand je vous dis loser, hein, c'est loser. Et ces échecs professionnels, ça souligne vraiment son incapacité à trouver sa place dans le monde. Et Scott est une figure de la défaite. Un homme victimisé par son passé, et en plus par ceux qui l'entourent. Et il est... Pourtant, moi j'ai adoré ce personnage. Sa maladresse, ses comportements qui sont autodestructeurs quand même, ça alimente une sorte de comédie qui est tragique, et Scott est pris au piège entre ses désirs, ses responsabilités, ses complexes d'infériorité. Ça lui donne une petite vulnérabilité, comme je suis une femme, je le vois comme ça, mais ça le rend aussi profondément empathique en fait, parce que sa quête, qui est quelque peu forcée, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment... Il l'aurait pas fait, mais le fait qu'on aille le demander à quelqu'un d'autre, ça a mis un coup à son ego. Donc sa quête pour retrouver le mari d'une de ses ex-femmes le force à faire face à ses propres démons. Et cette lutte intérieure, elle est ce qui donne vraiment beaucoup de profondeur au personnage. En suivant Scott, moi j'ai été invitée à beaucoup réfléchir sur ses propres failles et aspirations, et ça rend l'expérience de lecture vraiment très immersive. Parce que ça titille quand même. Il suffit qu'il fasse un truc que vous avez fait la veille. Alors même si on n'est pas tous des losers, on fait tous des pitreries. Et ça rapproche vraiment de ce personnage. On se dit que lui, à la distribution, il a tout eu, quoi. Voilà, bon allez, je vais pas en dire plus. Il y a la meilleure amie, je vous l'ai dit. Alors, sa meilleure amie, c'est quand même une de ses ex-femmes. C'est Lulu. Qui a un prénom, mais Lulu, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, et c'est la meilleure amie de Scott. C'est curieux, hein, parce que c'est son ex-femme. Alors, ils sont très souvent fourrés ensemble. Et elle joue un rôle très très important dans le développement du personnage, de l'histoire. C'est un pilier, un miroir aussi des choix de Scott, parce qu'il fait beaucoup de choses par rapport à elle. Son soutien inconditionnel, alors j'ai trouvé qu'il était quand même parfois malsain, donc je mets un bémol, mais n'empêche que ça contraste avec les relations beaucoup plus conflictuelles que Scott entretient avec d'autres personnages.
elle, pour lui, elle représente la voie de la raison et parfois, souvent, la folie aussi. Parce que sa présence, elle souligne les retours constants du passé de Scott. Et cette femme, elle a un impact sur lui qui est significatif. Vous découvrirez que ce que je vous dis n'est pas tout beau tout rose, parce qu'elle l'incite à réfléchir sur ses choix, mais elle lui offre en même temps un répit des tumultes émotionnels qui l'entourent. Mais vous allez voir que, quoique, parce que quand on découvre vraiment le fond du personnage, euh, on se pose énormément de questions sur le pourquoi c'est sa meilleure amie d'ailleurs. Et comment ça se fait qu'elle a... parce qu'elle a une emprise. Moi j'ai trouvé qu'elle avait une emprise sur lui. Alors il y a l'associé, Faucon d'amour, spécialiste des chiens disparus. N'empêche que blaguez pas, rigolez pas, il fait tourner l'agence. L'associé de Scott est donc spécialisé, lui, dans la recherche de chiens disparus. Et il apporte vraiment une note d'absurdité, d'humour, qu'allège le ton du récit. C'est un personnage qui est excentrique, qui est complètement décalé, qui souligne le côté loufoque de la profession de détective privé, à travers des scénarios complètement étonnants. Et ce personnage qui a une apparente légèreté, révèle en fait des réflexions qui sont quand même profondes sur la perte. Alors, il est avec les animaux, hein, c'est donc non seulement la perte d'animaux, mais aussi la perte de soi-même. Et c'est un thème récurrent dans le roman. L'interaction entre Scott et son associé permet, moi je trouve, d'explorer la notion de camaraderie, même dans les moments les plus sombres, en ajoutant une touche comique à l'intrigue. Vous allez voir, cet associé, c'est vraiment une caricature. Voilà, bonne découverte. Alors il y a Mathilda. Mathilda, j'en parle que maintenant parce que finalement, elle est autant très importante à certains moments que totalement effacée et nunuche. Et j'ai pas trop cerné Mathilda. C'est la secrétaire de Scott. C'est un personnage clé parce qu'elle illustre les thèmes en fait de l'abus de pouvoir et de la dynamique de travail, une dynamique de travail dysfonctionnelle. Vous savez, quand on lit ça, on peut se lever en tant que féministe et hurler à tout ce qu'on veut même si sans le réaliser pleinement, Scott, il la martyrise, cette secrétaire. Et d'ailleurs, Faucon d'amour, bon, mais lui, c'est beaucoup plus... Lui, c'est conscient. Ce comportement-là met en lumière une facette de sa personnalité qui mérite presque d'être jugée. C'est un personnage tout en très ambivalent et... même si Mathilda, elle apparaît moins en avant, elle représente les conséquences des comportements de Scott sur ceux qui l'entourent. Voilà. Donc, elle a une endurance face à ce traitement qui, franchement, pour moi, illustre une résilience admirable. Mais bon, c'est... la résilience, c'est bien, mais il y a aussi le besoin de reconnaissance, de respect dans des relations professionnelles qui sont complètement déséquilibrées. Vous le verrez. Et elle est exploitée par Faucon d'amour et avec une naïveté. Elle lui trouve toujours une bonne raison de la traiter comme ça, quoi. Donc je vous laisse me dire ce que vous pensez de Mathilda. Personnage qui reste... puis dont les relations vont évoluer au fil du roman, alors c'est d'autant plus particulier.
Alors, il y a le fameux détective Disco et l'US Marshall. Bon, là, je vais vous faire... bref. Parce que ce sont des personnages quand même qui sont secondaires et qui viennent enrichir l'univers de Scott. Le détective Disco, avec son style flamboyant, son attitude décontractée, ça amplifie le ton décalé du récit. Et puis, il représente surtout une version caricaturale et absurde du monde des détectives, lui aussi. Parce que ça rappelle que même dans le monde du crime et de la disparition, ben, l'humour et l'excentricité peuvent coexister. Je me dirais heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça dans un monde fondamentalement noir. Et d'un autre côté, l'US Marshall, elle apporte aussi une dynamique plus sérieuse, plus sérieuse et autoritaire, au début tout au moins. Son caractère est déterminé, son professionnalisme est un peu contrastant avec la personnalité totalement désorganisée et troublée de Scott. Donc je vous laisse imaginer les interactions entre ces deux personnages. C'est vrai qu'il y a pas mal de tensions intéressantes. Ça met en évidence aussi les luttes de pouvoir, la nécessité de faire face à la réalité. Et pour moi, elle incarne un challenge pour Scott. Non seulement dans ses recherches, mais aussi dans son cheminement personnel. Parce que par rapport à toutes ces ex-femmes, vous allez voir que elle a des traits de caractère particuliers. C'est difficile de chroniquer ce bouquin sans faire de bourde. Donc de temps en temps, je m'arrête dans une phrase, je suis désolée, parce que je me rends compte que je vais dévoiler quelque chose et que non. Parce que sinon, le fil du polar, le fil de cette enquête qui va crescendo, si je vous en donne des indices, ça gâche tout. En tout cas, pour moi, les personnages de ce roman, un désert froid et sans visage, ils ont été habilement dessinés et chacun apporte une dimension vraiment unique à l'intrigue, tout en enrichissant la toile de fond émotionnelle du récit. Donc, à travers Scott Sirius et ses interactions, Milo Gallez m'a offert en tout cas, une exploration qui est poignante des échecs, des regrets et des espoirs humains. Le tout franchement enveloppé dans un mélange savant d'humour et de noirceur. Alors, l'exploration des échecs, des regrets, des espoirs humains, je l'avoue, en ce moment je le vois un petit peu trop souvent. Et le fait que le tout soit enveloppé dans ce mélange d'humour noir, ça a changé un peu mon regard. Je me suis dit, allez, essaye de prendre les choses avec humour, ça ira mieux. Et la galerie de personnages avec les particuliers, des relations chaotiques, ça crée un paysage très riche. Vous allez voir, on peut s'identifier, on peut réfléchir et on peut surtout ressentir. Et ça, c'est assez impressionnant. Bon, comme je ne vais pas vous lire le livre, je vais essayer de conclure. Un désert froid et sans visage. J'adore cette phrase de Milo Gallez. C'est un polar qui est captivant, qui marie vraiment habilement humour, drame humain et mystère. Donc à travers toutes les mésaventures de Scott Sirius et de son entourage très excentrique, l'auteur m'a embarqué dans une enquête qui est à la fois drôle et émotive, où chaque personnage apporte sa touche unique à l'intrigue. Et que ce soit par les réflexions poignantes, par la solitude, par les relations humaines, ou même par ce petit mélange de surnaturel et d'absurde, l'auteur a réussi à me tenir vraiment, à me prendre en otage jusqu'à la fin. Et en plus, j'ai gardé le sourire malgré cette enquête et ce qui est à l'intérieur et qui est vraiment
une enquête vraiment très bien menée et digne des grands auteurs qu'on peut connus. Parce que oui, je suis désolée, je ne connaissais pas Milo Galès. Voilà. Mais par contre, je le remercie de m'avoir proposé cette lecture, parce que c'était vraiment summum du summum du summum. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de plonger comme ça dans un univers décalé? Si oui, j'aimerais bien avoir des titres, s'il vous plaît, parce que ça va ensoleiller mon hiver. Ou bien, tout ce que je vous ai raconté de ce roman a piqué votre curiosité au point de vous donner l'envie de le découvrir, je l'espère. Et ça vous donne aussi une autre occasion, là j'ai fait ma pub à moi, c'est que si vous êtes en quête d'un livre intriguant à explorer justement en ce... Enfin, là évidemment on est encore fin novembre 2024, mais le challenge est déjà commencé, parce que quand on prépare un challenge, il faut le temps de préparer sa palle. Et là, il y a un défi qui démarre réellement au mois de janvier. Mais moi, j'ai trouvé que ce bouquin pourrait parfaitement correspondre justement à la lecture du mois de janvier, dont le thème est couverture mystérieuse. Puis, je vous laisse découvrir ce que demande cette thématique du mois de janvier. Le challenge, il est sur Goodreads, mais vous le trouverez aussi sur mon blog. Il s'appelle 12 livres, 12 mois, et donc il y a des thématiques, et vous pouvez aussi savoir, parce qu'il existe ce challenge, ça peut être aussi un livre, mais moi j'ai pas voulu faire ça, mais ça peut aussi être un livre que vous fait lire quelqu'un. Alors, j'ai pas voulu rentrer là-dedans, parce que en général, quand on me donne un livre à lire, c'est justement celui-là que je vais pas lire, et c'était plus drôle, quelque part, d'échanger à travers des chroniques, et de donner envie à l'autre de le rentrer justement dans sa lecture. Voilà. J'espère que vous participerez. En tout cas, quelle meilleure façon de commencer 2025 bientôt, qu'en se laissant séduire par un livre dont la couverture intrigue et envoûte. Bon, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos réflexions. Si vous n'avez pas lu ce polar, est-ce que vous êtes prêt à l'ajouter à votre palle des livres à découvrir? Ça, j'aimerais beaucoup le savoir, parce que je suis curieuse, et puis parce que je lis très peu, voire pas du tout. Si, j'en lis quelques-uns. Je lis très peu des bouquins dont on parle énormément. Je lis des bouquins dont personne n'a jamais entendu parler en général, pour les faire découvrir. C'est ma raison d'être. Du coup, j'ai créé le challenge 12 livres en 12 mois dans cette optique-là, dans cette optique de partage, et dans l'optique de faire découvrir des livres que on n'a pas forcément, ou on n'aura pas forcément l'occasion de croiser. Surtout quand c'est des auteurs indépendants qu'on ne trouve pas dans les librairies, qu'on ne trouve pas dans les bibliothèques. Je trouve que c'est super dommage. Donc voilà, c'est la petite pierre que j'apporte à l'édifice, et j'avoue que ce livre-là, même si je l'ai lu en novembre, ça peut être un livre que vous avez déjà vu. Moi, personnellement, je vais le mettre sur ce challenge sur janvier. J'en rajouterai peut-être d'autres, hein, mais il en fait partie, parce qu'il rentre tout à fait dans la thématique. Sur ce, chez moi il est 16h18, et je vais vous dire, la nuit est déjà tombée. Donc je vous souhaite bonne fin de dimanche, une bonne semaine, et moi je vous dis à la prochaine.